Avant le grand live qui aura lieu ce dimanche à 20h, dans lequel nous allons analyser bien entendu les actions de vos portefeuilles en direct, eh bien j'ai décidé ce vendredi de réaliser une émission que vous attendez tous beaucoup et depuis longtemps. C'est une émission spécifique sur les indices mondiaux et les matières premières. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, malgré des marchés au sommet, eh bien des zones géographiques du monde dans lesquelles il est intéressant d'investir? Reste-t-il encore des opportunités également sur les métaux précieux et les matières premières? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Bourse, Trading et Investissement, une émission spéciale qui s'intitulera cette semaine Indices et matières premières. On va faire un tour complet des indices mondiaux et de l'ensemble, du moins une grande partie, des matières premières les plus connues. Comme d'habitude, eh bien, le petit message d'avertissement qui stipule bien sûr que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif et qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche en bas de vos écrans. Pensez toujours bien sûr à activer la clochette pour recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez différentes manières de vous former. D'abord une manière gratuite avec l'espace membre. Vous avez également bien sûr nos formations et coaching sur le site du podcast de la bourse.fr. Vous avez également bien entendu la célèbre newsletter qui permet tout simplement de recevoir 2 à 3 fois par semaine gratuitement des informations, des analyses de marché, des opportunités, mais également du contenu sur la gestion de patrimoine et l'immobilier. Plus de 6000 abonnés cette année, donc vraiment c'est un carton. Merci pour vos retours d'ailleurs et merci aussi pour certains qui me donnent des idées, des suggestions, donc ça me fait du contenu et du travail en plus, mais c'est toujours très agréable. Donc merci également pour vos retours. L'espace membre sur le site qui est gratuit, bien sûr aussi c'est un succès, plus de 800 membres, c'est même un petit peu plus maintenant, avec bien sûr des modules qui sont accessibles gratuitement sur la bourse, l'immobilier, les cryptos, etc., etc., etc. Bien sûr, encore une fois, pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, nous avons nos programmes d'accompagnement, NTT Trading Premium, le programme historique et également le programme qui est nouveau, accessible pour pas très cher, bien évidemment, NTT Découverte qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. Et d'ailleurs, ce dimanche à 20h, on a un événement, donc vous avez droit à 2 vidéos ce week-end et donc le live qui aura lieu ce dimanche, dans lequel nous allons faire plusieurs parties qui vont, je suis sûr, vous intéresser beaucoup. D'abord, nous présenterons le nouveau portefeuille qui va arriver donc sur les programmes MTT le 1er octobre, qui est un portefeuille low bêta monde. Je vous en dis pas plus. Venez au live, vous en saurez davantage. Il y aura bien sûr le replay qui sera également disponible. On vous expliquera un petit peu toute la méthodologie donc de ce portefeuille. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il y aura également Xavier qui était sur la première partie, on sera avec Maxime, Argo Nuit. Deuxième partie, on aura Xavier également qui, comme Maxime, est expert sur MTT et qui viendra nous présenter donc sa minière d'or préférée, plus des bonus avec d'autres minières et des ETF pour jouer effectivement ce secteur qui a explosé. On va d'ailleurs voir dans cette vidéo l'or. Et puis, troisième partie, bien entendu, avec mon compère de toujours, Michael Landreau, avec qui on a fondé les programmes d'accompagnement MTT. On analysera en direct les actions que vous nous proposerez dans le chat. Donc voilà, venez comme vous êtes, comme le veut la publicité. Venez avec vos actions, venez avec vos convictions et nous on vous dira en toute transparence ce qu'on pense des configurations. Alors évidemment on se trompera très certainement sur beaucoup de choses, mais on essaiera en tout cas de vous dire avec réalité ce qu'on voit sur nos graphiques, avec notre réalité bien évidemment, et avec bien sûr beaucoup d'humilité comme on l'a je pense tout le temps. Voilà, donc rendez-vous ce dimanche à 20h sur sur la chaîne, tout simplement, sur la chaîne YouTube, sur la même chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je remercie bien sûr chaleureusement tous les partenaires qui m'accompagnent, Trade Republic, Bitvavo, Urutia Gestion Privée,
ProRealTimeInvesting.com pour l'analyse fondamentale et bien entendu pour cette vidéo je mets en avant Aucoffre qui est un partenaire exceptionnel. Bien entendu je le présente plus, mon ami Trado le présente depuis bien des années déjà. C'est tout simplement le numéro 1 en France d'achat, de stockage et de revente d'or et de métaux précieux, et j'ai eu l'immense plaisir à Lyon, c'était mercredi, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Jean-François Faure, qui est le fondateur, qui est avant tout un entrepreneur à la base, mais qui est le fondateur de aucoffre.com, et qui est un monsieur d'une richesse exceptionnelle. Alors une richesse professionnelle bien sûr en termes de compétences, mais également humainement. Et sa rencontre m'a donné l'idée et surtout l'envie, tout simplement d'en faire une émission, tout simplement. Et donc je pense qu'on fera une interview avec Jean-François parce que il a vraiment des choses très 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 intéressantes à nous apporter. Donc voilà, j'essaierai le plus rapidement possible, peut-être sur Paris, de faire une émission avec Jean-François et de vous la proposer. Voilà les amis, donc bien sûr on attaque avec les indices mondiaux, les matières premières, et vous allez voir il y a même des bonus. Puisque, alors on va attaquer tranquillement avec d'abord les indices européens. On va parler du CAC que vous connaissez déjà puisqu'on l'analyse chaque semaine. On parlera du CAC Mid and Small parce que souvent effectivement je parle du CAC Small, mais moins du Mid and Small qui est également pas mal. Le DAX 40 allemand. Vous aurez également bien sûr l'IBEX, l'indice espagnol que j'aime beaucoup, vous le savez. Le Belvin, l'indice belge, le MIB 40, c'est l'indice de Milan, l'indice italien. Nous aurons également, bien entendu, le SMI 20, donc si je ne m'abuse, c'est l'indice suisse. AEX 25, si je ne m'abuse, c'est l'indice néerlandais, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est d'ailleurs pas mal, qui ressemble un petit peu, d'ailleurs, c'est un petit peu l'indice, c'est le plus tech pour moi. Européen, l'indice le plus tech européen. Vous avez le PSI 20, bien sûr, pour le Portugal. Vous avez Stockholm et Helsinki, bien sûr, pour la Suède et la Finlande. Vous avez le Stock 600, pour celui-là, vous le connaissez. Vous avez le FTSE qui est 100, là c'est le FTSE 100 parce qu'il y en a plusieurs, qui va représenter les 100 plus grandes entreprises britanniques cotées à Londres. Vous avez bien sûr les MSCI China et un ETF qui est le Hang Seng Tech, bien sûr pour représenter la Chine. Vous avez le Nikkei, que vous connaissez bien sûr. Vous avez les indices américains, les classiques, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. J'ajoute également l'indice des petites capitalisations américaines, le Russell 2000. On parlera du VIX également, qui est très intéressant à analyser, donc l'indice de la peur, le Volatility Index, et puis on basculera ensuite sur les matières premières avec notamment le gold, le silver. On fera le ratio également gold-silver qui est très intéressant à analyser. On parlera du gaz, on parlera du jus d'orange, on parlera du platine, on parlera du palladium, on parlera du pétrole, on parlera du copper, donc bien sûr le cuivre, on parlera du cacao, on parlera du sucre, de la cannelle, du coton, on parlera du blé, et enfin on terminera avec le café. Et surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura des bonus avec des ETF dans lequel, voilà, des ETF qui peuvent être également intéressants à analyser. On parlera même du dollar et de l'euro-dollar parce qu'évidemment vous avez sans doute vu que cela avait un impact bien évidemment sur bien entendu sur vos portefeuilles. Cette devise-là, pour certains qui ont des ETF notamment, effectivement, il y avait un impact important. Voilà les amis, donc on attaque avec bien sûr cette vidéo d'analyse. J'en profite pour activer ma caméra. Elle est où? Elle est là, me voici, me voilà. Donc on attaque avec les indices mondiaux. On attaque en bon franchouillard que nous sommes. Je sais que c'est presque reproché maintenant de revendiquer d'être français dans le monde de 2025. Mais enfin, moi, je le revendique encore quand même. Et donc, on commence bien évidemment avec le CAC 40. Le CAC 40 qui, on le connaît, on l'analyse évidemment toutes les semaines et c'est l'indice directeur pour notre marché. Le CAC 40 qui est toujours pour moi dans la même situation. Alors on va faire beaucoup d'analyses mensuelles puisque c'est une vidéo qui s'adresse beaucoup
nous, évidemment, aux investisseurs. En analysant les indices, finalement, on analyse aussi les ETF, parce que lorsque vous voulez investir sur un indice, en général, vous allez chercher des ETF qui sont liés aux indices. Donc voilà, je vous laisse faire vos propres recherches. Évidemment, aujourd'hui sur Internet, vous avez la possibilité de trouver à peu près tout ce que vous voulez. Donc sur le CAC 40, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, on est dans une espèce de range depuis pas mal de temps. On est au milieu de ce range. Je dirais balle plutôt aux investisseurs qui sont plus positifs, puisque d'après moi, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile aujourd'hui. À 10 mois, qui est haussière, donc globalement c'est plutôt pas mal. Je vous donne les bornes qui sont assez faciles à reconnaître. En gros, pour faire simple, hein, vous êtes donc dans cette figure-là. Vous prenez la médiane de cette figure, qui se situe à peu près ici, donc c'est-à-dire les 7750. Ici, c'est espoir pour pouvoir recasser le haut et à ce moment-là, passer dans la zone bullish. Ici, c'est attention, prudence, parce que eh bien, si on passe sous les 7750, je considère, et sous la moyenne mobile à 200 jours, je considère qu'il faudra faire gaffe, parce qu'on risque de revenir en bas de la figure, et si on casse la figure, par contre, c'est bearish, et là, ce sera un très mauvais signal. Mais en attendant qu'il y ait des décisions de direction qui soient prises, je considère globalement qu'on est plutôt quand même sur la borne supérieure de la figure. Donc certes, on n'est pas bullish plein bois, comme on dit dans le sud, mais en revanche, on est quand même dans la partie qui est plutôt pas mal. Voilà, grosso modo, pour le CAC 40. On passe donc à maintenant un certain nombre de nouveautés. On passe donc d'abord au CAC Mid and Small. On reste encore un petit peu en France, hein, puisque c'est l'indice des petites et moyennes capitalisations. Alors c'est très marrant parce que pendant longtemps, lui, il surperformait celui des small cap, le CAC Small, qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs dans toutes les vidéos. Mais il est vrai que, notamment avec certaines biotech, le CAC Small a explosé cette année, et donc lui il a fait des nouveaux plus hauts historiques récemment, ce que n'a pas fait en revanche le CAC Mid and Small. Par contre, il est vrai que ce qui est assez intéressant quand même, c'est la figure. Moi je trouve c'est une figure de moyen voire même de long terme, parce que finalement on s'aperçoit qu'on est au même niveau grosso modo que 2020, voire même que 2018, voire même à quelque chose près que 2017. Donc c'est finalement pour moi une construction globalement qui est assez à plat finalement, mais ce que ça semble vouloir nous dire, hein, je dis bien semble, c'est que on pourrait avoir derrière une cassure. Alors quel sera évidemment le sens de la cassure, j'en sais rien. Est-ce que ce sera une cassure par le haut avant d'exploser, ou est-ce que ce sera le drama avec une cassure par le bas et à ce moment-là un retour à l'envoyeur et pourquoi pas un retour sur les plus bas Covid, etc. Ça évidemment, et les 8000 points, ça évidemment j'en sais rien. Mais clairement, on est dans une situation qui est un peu différente techniquement que le CAC 40, mais globalement, qui ressemble quand même un petit peu à cette situation. Donc de l'attentisme, mais là c'est un petit peu la même chose que pour le CAC. Pour moi, j'ai envie d'être positif, parce que pour moi, on est sur la partie supérieure de la figure. Donc tant que vous arrivez à tenir cette oblique, notamment en bleu, pour moi, il vaut mieux privilégier de l'achat, avec les signaux techniques qui vont dans ce sens, hein, bien entendu, mais globalement, pour moi, quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à y croire, vu le contexte européen, français, etc. Mais en attendant, eh bien, les graphiques aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on verra si ça se dégrade et on modifiera, bien entendu, on ajustera les analyses, mais globalement, je trouve que c'est plutôt positif sur le CAC Mid and Small. Alors, l'indice qui est très fort, hein, très très fort, donc ces dernières années, cette année, mais ces dernières années, évidemment, c'est le DAX. Alors, le DAX, il fait presque un petit peu peur, le DAX, parce que effectivement, voilà, on a un DAX qui s'est globalement tenu, on va dire, dans une espèce de canal haussier, voilà, et ce canal donc, a été très propre, hein, depuis, vous voyez, on est rentré dans ce canal en 1982, donc on est on a bien été dans ce canal, donc parfaitement, on est venu taper la borne haute, on a replié, on est revenu taper la borne haute, on a replié. Et derrière, ce qui s'est passé donc déjà l'année dernière, en 2024, c'est que ce canal, il a cassé, on a eu la congestion, et pouf, on a eu l'accélération. Donc pour moi, justifié, pas justifié, on va pas faire, voilà, c'est pas le but de cette vidéo, on s'en fiche un petit peu, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que techniquement, on est quand même
un petit peu, pour moi, techniquement, un petit peu surévalué. Donc voilà, il suffit... Alors, il y a une petite technique, une petite astuce que je vais vous donner, qui est très intéressante, pour voir un petit peu si vraiment on est en excès par rapport à ce qui se fait d'habitude. Vous mettez une moyenne mobile ici à 200 mois. Vous voyez, quand vous avez des graphiques avec beaucoup de recul, comme c'est le cas d'ailleurs sur le DAX, vous prenez des pics, voilà, des pics un peu partout, hein, de manière un peu aléatoire, les tops précédents, hein, là ici vous en avez eu un, là ici vous en avez eu un, voilà. Bon, je ne vais pas revenir avant parce qu'après ça fait trop long. Et après, vous vous amusez à mesurer l'écart qu'il y a entre le top et le pic. Là, vous voyez, vous aviez un écart de 265%. Ici, le top, il est là, vous aviez un écart de 110%. Ici, vous aviez un écart de 53%. Ici, vous aviez un écart, je vais le faire pour tous, après je ne le referai pas pour les autres indices, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est une petite astuce qui est très intéressante, ça vous donne un petit peu, lorsqu'on est sur les tops, eh bien les pourcentages qu'il y a généralement, d'accord? Donc là, c'est le top. Donc vous voyez, 78%, 96, 100, 55, 110. Donc généralement, à part ici en 2000, où il y a eu la bulle, hein, on le sait. Mais globalement, déjà, quand on est 100% au-dessus, 100, 110% au-dessus de la moyenne mobile à 200 mois, on commence déjà à être pas loin en général des tops. Sauf, évidemment, la période de 2000 où là, on a eu une bulle fantastique, etc. etc. Donc, la question, c'est à combien on est aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous le faire par rapport au top. On est à 112%. Okay. Donc, en gros, l'histoire, pour moi, dit ceci. Si je traduis un petit peu cette analyse, il y a deux solutions. Soit le marché va entrer en bulle, parce que pour moi, on n'est pas en bulle sur les marchés aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup disent. Hein. Beaucoup disent on est en bulle sur les marchés américains, sur les marchés européens. Non, 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 on est cher, on est même très cher, mais on n'est pas en bulle, puisque même, on le voit, hein, même techniquement, on n'est pas encore en bulle. Donc la question, en fait, c'est de savoir, il y a deux hypothèses, il y a deux scénarios, il y en a même trois, en réalité. Premier scénario, effectivement, on est en 2000. Donc on est en 2000 et on va avoir effectivement, bah là du coup, un marché qui va aller beaucoup plus haut et donc il va aller, pourquoi pas, chercher les 200%. Donc là, effectivement, on va peut-être avoir, voilà, si je prends par exemple à 200%, ça fait quoi? Ça fait 35 000 points. Bah là, à ce moment-là, vous allez avoir peut-être un DAX qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça. Et après, plus tard, on aura effectivement la chute. Premier scénario. C'est pas mon scénario privilégié. Il est tout à fait possible. C'est pas mon scénario privilégié parce que c'est quand même assez rare de voir des bulles comme 2000. Voilà, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Deuxième scénario, qui est en revanche mon scénario privilégié, là je vous le dis clairement, c'est plutôt une période, voilà, une période où vous allez avoir finalement un DAX, et je dirais même de manière générale des indices qui vont construire des figures de moyen terme. Donc on va avoir un petit peu une période comme vous avez pu avoir peut-être, je nettoie un petit peu mon graphique, mais voilà, peut-être une période, vous voyez, un petit peu comme ça là, un petit peu comme ça, voilà, où on a fait pouf un pic et derrière on n'a pas fait grand chose, voilà. Ben, l'idée globalement, ce serait qu'on pourrait, c'est mon scénario privilégié en tout cas, voilà, qu'on pourrait avoir, je duplique, on pourrait avoir quelque chose un peu comme ça. Voyez. Donc après la figure, je la connais pas, il va falloir laisser le marché, etc. Mais il est pas impossible, à mon sens, qu'on ait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même plus, où on a une période où ça ne veut pas dire qu'il y aura rien à faire hein, sur le marché des actions. Au contraire, il y aura des choses à faire. Mais je pense qu'on peut se situer plutôt dans une période comme celle-ci. Ça, c'est mon scénario, c'est le deuxième scénario, et c'est mon scénario privilégié. Troisième scénario, évidemment, vous le connaissez, vous doutez ce que je vais vous dire, mais c'est que tout simplement, on a une chute. On a une chute, et du coup, derrière, voilà, derrière, on est des rebonds, on réintègre, etc., et que derrière, on est à nouveau un marché haussier. Voilà, parce qu'à long terme, ça reste un marché haussier. Voilà, d'accord. Donc, voilà. Mais bah, il va falloir de toute façon un déclencheur. Bon, vous allez me dire, ça fait longtemps hein, qu'on n'en a pas eu une grosse baisse. La dernière grosse baisse véritable qui a duré plusieurs mois, parce que la baisse du mois d'avril, c'était c'était presque un flash crash pour le coup. Quand on voit ce genre de chandelier, c'est du jamais vu. Hein, ce genre de chandelier mensuel, voilà, c'est des choses qu'on voit très rarement sur les marchés financiers, du moins sur les indices mondiaux.
Maintenant, avoir un marché baissier comme on l'a eu un petit peu entre 2021 et 2022, ou comme on l'a eu ici en 2015, 2016, ou comme on l'a eu ici de 2007 à 2009, c'est quelque chose qui peut se reproduire et qui ne s'est pas produit en tout cas depuis 3 ans. Le dernier pour moi en date, il est 2021-2022. Voilà. Ensuite, on a, eh bien évidemment, un indice qui, vous le savez, voilà, me tient évidemment à cœur. C'est l'indice espagnol qui, alors j'en avais déjà beaucoup parlé à la cassure ici au début de l'année 2023 et de la congestion. Cette congestion, elle a fini par casser par le haut et derrière, on a attaqué vraiment un bull market. Maintenant, lorsque je regarde l'indice espagnol, et aussi positif que je puisse l'être sur l'indice espagnol, notamment les bancaires, etc. espagnols, qui sont nettement reprises, eh bien lorsque je regarde cet indice espagnol sur du long terme, globalement, à ce stade, on est plutôt dans un range entre, effectivement, voilà, des plus bas ici, entre 6 et 7 000 points, et des plus hauts ici, entre 15 et 16 000 points. Voilà. Donc on est en plein là, dedans. À ce stade, il y a 0 signal de vente. Donc si vous avez effectivement de l'IBEX dans votre portefeuille, est-ce que c'est le moment de vendre? Très sincèrement, a priori, je dis bien a priori, et au moment où je vous parle, je ne crois pas, je ne crois pas. Et pour celles et ceux qui veulent acheter, eh bien, je privilégierais plutôt un achat sur repli. Voilà, pour tenter peut-être, s'il y a un repli, hein, bien entendu, pour tenter peut-être, effectivement, je l'espère, une cassure. Donc on pourrait avoir, pendant que la plupart des indices, eux, voilà, font du zigzag, on pourrait avoir aussi l'indice espagnol qui, globalement, là-dedans, construirait quelque chose un petit peu plus long avant peut-être d'avoir la cassure et l'accélération de l'Espagne qui va évidemment fondamentalement aujourd'hui plutôt très bien. Ensuite, pour mes amis belges qui nous regardent, là c'est quelque chose de très similaire. Vous voyez, là aussi, alors le graphique est différent, hein, notamment que celui du DAX ou celui du CAC ou celui de l'IBEX, l'indice espagnol, mais globalement, on arrive un petit peu sur les mêmes conclusions, si vous voulez. C'est-à-dire que, globalement, c'est haussier, certes, mais on a des zones de résistance. D'ailleurs, on a l'indice belge qui nous fait une belle bougie mensuelle rouge. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, etc. Mais on le voit, malgré tout, c'est une zone où, habituellement, je dis bien par le passé, c'est une zone où, globalement, les investisseurs, dans leur ensemble, ont plutôt pris des bénéfices. Et en revanche, en dessous, à proximité donc, de ce support en bleu, en pointillé bleu, c'est plutôt une zone d'achat. Donc là, effectivement, vous avez deux solutions, soit en mode trading un petit peu si vous avez une figure de consolidation pour ouvrir ce mouvement, soit en cas de repli supplémentaire, pourquoi pas aller chercher cette zone des 4000 points, grosso modo sur le Belvin. Ça reste évidemment aussi à long terme. Il suffit de regarder la moyenne mobile ici à 200 mois, qui est haussière. On est au-dessus, elle s'est bien redressée, il n'y a rien à dire. Ensuite, vous avez Milan. Alors Milan qui ressemble un petit peu, voilà, Milan qui a été à la cave, hein, l'indice italien à la cave pendant des années et des années et des années, et qui s'est réveillé pour moi il y a 2 ans, en cassant par le haut, et tout à coup on s'est mis à, eh bien, tout simplement redécouvrir des valeurs italiennes. Alors il est vrai, sans faire de politique, que le travail de Giorgia Meloni a été plus que salué. Hein. Il suffit de regarder, de toute façon, à un moment donné, il faut être factuel. On peut ne pas aimer Meloni, mais à un moment donné, ces chiffres, ils sont quand même réels, même si tout n'est pas parfait en Italie, et que pour moi, l'Italie va au-devant quand même de difficultés à l'avenir. Malgré tout, on est obligé de constater le réel, et le réel, ce sont les chiffres. Et les chiffres de l'Italie, depuis 2 ans, 3 ans, ils sont excellents. En tout cas, je ne vais pas dire qu'ils sont éternels, ils sont beaucoup mieux. D'ailleurs, Fitch a relevé la note, etc. Bon, bref, dans l'ensemble, tout va plutôt bien. Par contre, techniquement, on arrive sur un premier niveau. Pour moi, de résistance, il y en a un deuxième aux alentours des 50, mais déjà, les 45 vont être difficiles à passer. Donc, nous verrons, soit, effectivement, là aussi, un peu à l'image du Belvin, on va avoir une consolidation à plat avant d'aller chercher un sommet, soit on va avoir un repli qui sera intéressant pour acheter. Donc, à suivre. Pour moi, c'est pas une zone d'achat pour l'Italie. Ensuite, vous avez bien entendu le SMI 20, donc l'indice suisse qui va très bien, qui sous-performe globalement, c'est ça qui est un petit peu aussi étonnant, mais qui sous-performe, puisque quand on regarde un petit peu, quand on analyse un petit peu cette figure-là,
Bah, grosso modo, vous avez un indice qui fait rien depuis 4 ans, quoi, hein. Donc on est au même niveau que mai 2021, donc ça fait 4 ans finalement que l'indice suisse ne fait pas grand-chose. Donc Zurich, pour le moment, ne fait pas grand-chose. Pour autant, pour moi, c'est quand même plutôt pas mal. Et je dirais que malgré tout, ça reste un indice qui peut se réveiller, car voilà, je verrais bien en termes de scénario, ce qui serait pas forcément très positif d'ailleurs pour le reste du marché européen, mais je verrais bien peut-être un scénario, peut-être comme ça, voilà, sur le SMI. Pour moi, tant que nous sommes au-dessus de cette oblique ici en bleu, il n'y a rien à dire. Si on a une opportunité un petit peu plus basse, eh bien pour moi, il faudra acheter le SMI. Donc voilà, et pour moi c'est de la hausse de toute façon, et on n'est pas prêt de retourner cela. Voilà, donc on peut après imaginer pourquoi pas aussi des biseaux, etc., etc. Mais malgré tout, pour moi, on évolue quand même en tendance haussière, et pour moi, en tendance haussière, il vaut mieux privilégier, bien entendu, de l'achat sur repli. Un indice que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les valeurs, vous le savez, hein, moi je trade beaucoup, alors le marché français, mais de manière générale sur le marché européen, je trade beaucoup la Belgique, que j'aime énormément, et je trade beaucoup également les Pays-Bas, que j'aime énormément. Et donc vous avez l'AEX, qui est pour moi voilà, l'indice un peu plus tech sur les indices européens. Et pour moi, je trouve que la config est vraiment pas mal. Alors, on est un petit peu là aussi, peut-être, voilà, sur un scénario, peut-être où on commence à dessiner des figures euh, d'essoufflement. Voilà, je vais dire comme ça, d'essoufflement. Mais encore une fois, pour le moment, elles ne sont pas validées par la cassure. Il va falloir faire attention quand même, mais elles ne sont pas validées par la cassure. Donc nous verrons, on peut avoir en cas de cassure une nouvelle accélération pour aller rechercher les 1000 points. Donc il y a un potentiel qui n'est pas énorme, mais il y a un potentiel de 10-15% pour moi sur la l'AEX. En revanche, il faudra faire attention évidemment si le jour où on casse ce support oblique ici en bleu, certainement que, alors ça ne voudra pas dire qu'on a retourné la tendance ad vitam aeternam, mais ça voudra dire probablement que derrière, il y aura une consolidation un petit peu plus grande avant de repartir vers le haut. Donc il faudra accepter un petit peu de volatilité, il faudra accepter que potentiellement on aille, pourquoi pas, rechercher ici les sommets de 2000, etc., etc., etc. Ce sont des scénarios qui sont plausibles, mais en réalité, évidemment, je n'en sais rien, pas plus que quiconque en tout cas. Bon, le Portugal, pareil, hein, alors, vous voyez, par rapport aux indices européens qui ont été longtemps et historiquement en retard, je pense bien sûr à l'Espagne, et je pense bien sûr à l'Italie, qui ont été en retard pour les raisons que vous connaissez, hein, je vous passe l'explication de 2008, bien entendu, et des crises de la dette. Ce sont des économies qui se sont remises en avant, contrairement malheureusement, je crois, à nous, en tout cas à ce stade, qui se sont remises au travail et qui ont performé sur les chiffres, bien entendu, économiques. Et donc ça se traduit, bien entendu, évidemment, aussi par les graphiques. Et j'ai même, sur l'indice portugais, l'indice de Lisbonne, j'ai même, pour moi, un signal même de retournement avec une espèce d'épaule, tête et épaule inversée, pullbacké ici, avant de repartir. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que parmi les trois, Italie, Espagne et Portugal, je trouve que le Portugal est peut-être celui qui a le plus de potentiel. Donc pour moi, Portugal, si on a un petit repli, ce sera intéressant pour pouvoir jouer un retour ici sur les plus hauts de 2009, c'est-à-dire les 8800 points. Et après, tous les espoirs sont permis, hein, avec les plus hauts ici de 2007, nous verrons. Mais en tout cas, déjà à court terme, si on arrive à attraper du Portugal aux alentours des 7000, on aura quand même un potentiel de 20-25% pour un premier TP, et après, on aura tous les espoirs qui seront permis. Mais en tout cas, je trouve que l'indice portugais est peut-être celui qui, effectivement, a le plus de potentiel. Celui qui est magnifique, extraordinaire, hein, l'indice suédois, Stockholm, 30, vraiment
magnifique, 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 magnifique. Voilà, quand certains disent que les indices européens ça vaut rien, bah, il faut aller un petit peu plus loin que la France, évidemment, puisque quand même, on le voit, il y a quand même des indices qui sont spectaculaires. Et c'est le cas, bien entendu, c'est le cas pour la Suède. Hein. La Suède, bon, ben voilà, qui a fait quand même, allez, on va prendre depuis 2012, qui a fait quand même plus 165%. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un canal haussier qui est intéressant. Je trouve qu'on est pareil, voilà, on n'est pas sur une opportunité. Opportunité, s'il y a un repli, voilà, minimum, même peut-être même un repli supplémentaire sur le bas de canal. Alors, c'est pas sûr qu'on y aille, évidemment, hein, mais c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Bon, ben, s'il y a une huitième fois, on tentera pour de l'achat. Et évidemment, c'est un indice qu'il faut privilégier car très belle tendance haussière. Ensuite, vous avez le Helsinki, canon, donc la Finlande, bien entendu. Voilà, très, 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 très beau graphe. À mon sens, on avait voilà, un canal haussier qu'on a tenté de casser par le haut. On est revenu dedans. Et là, on fait une espèce d'épaule, tête, épaule inversée, une tasse avec anse, bon, peu importe. En tout cas, on fait une figure qui est vraiment intéressante, depuis notamment la cassure des 4008. Et là, on tente. On tente, on tente, on tente. Et si ça passe, je pense qu'on peut avoir également une nouvelle accélération de Helsinki pour pouvoir retrouver les 6000 points. Donc l'indice finlandais qui a pour moi un peu de potentiel. Si en revanche ça passe pas et que vous avez un repli, c'est encore mieux pour pouvoir chercher de l'achat. D'accord? Donc si on a un repli sur les 4006, c'est encore mieux pour aller chercher de l'achat, à mon sens. Globalement, sur le Stoxx 600, c'est évidemment là aussi très haussier. Depuis qu'on a cassé ici cette grosse zone, on a cassé pullbacké et on a relancé. Donc on est là aussi voilà, sur potentiellement un biseau ascendant, donc il faut faire gaffe. Privilégier quand même, parce que le Stoxx 600 pour moi il n'a pas un potentiel énorme, privilégier de l'achat sur repli. Voilà, tant qu'on est dans la figure et tant qu'on tient le support ici en bleu, c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez les 100 plus grosses entreprises britannique, donc le FTSE 100, qui lui, ben voilà, le biseau ascendant, lui, il a plutôt cassé par le haut, il est plutôt en train d'essayer de casser par le haut, donc attention, c'est pas du tout hein, pour moi une opportunité pour le coup, voilà. Évidemment, ça peut continuer de monter, mais je trouve qu'on est un peu haut, un peu bien valorisé. Donc voilà, si je prends les pics, tiens, allez, si je prends les pics, alors, on n'est pas en bulle, hein, je pense. Voilà, 47% au-dessus. Là, nous étions à 100% au-dessus. Là, nous étions à 28% au-dessus. Donc, c'est pas un indice qui a l'habitude de faire beaucoup de, vous voyez, à part effectivement, bon, ici, en 2000, où on était allé à 100% au-dessus, contrairement au DAX, souvenez-vous, on a fait 200% au-dessus. En général, non. Et là, vous voyez, 38% aussi. Donc, voilà, on est quand même, pour moi, bien valorisé. Encore une fois, ça rejoint un peu mon avis sur le DAX. Pour moi, on est quand même sur des niveaux un peu élevés, sauf si on part en bulle. Si on part en bulle, évidemment, bon, là, la limite, c'est le soleil. Hein. Ou la lune. Ensuite, on passe aux indices chinois. Donc, bon, voilà, je vais pas faire... Voilà, je supporte pas ça, donc je vais pas le faire. Vous dire, voilà, on l'avait dit, etc. On a beaucoup parlé de la Chine, vous savez très bien ce que je pense de la Chine. Donc le MSCI China qui s'est énormément redressé depuis la fin de l'année 2024, et depuis c'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a encore du potentiel sur la Chine? Pour moi la réponse est oui. Pour moi l'objectif pour la Chine, hein, c'est revenir dans cette zone-là. Donc voilà, idéalement, j'aimerais beaucoup voir voilà, l'épaule, tête et épaule ici, et éventuellement recommencer. Vous avez ensuite le Hang Seng Tech qui est magnifique, regardez-moi ça. Ça c'est vraiment canon. Voilà, alors je le trace un peu peut-être à l'arrache, mais vous aviez cette cassure ici qui était plutôt pas mal. On peut même tracer éventuellement celle-là, bon, qu'importe, on s'en fiche, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que pour moi le signal il a été donné à la cassure ici en octobre 2024, repli, pullback, on a bien tenu la zone, on est revenu, et là on fait pour moi une figure qui peut être intéressante. J'aimerais bien un nouveau creux hein, sur la Chine, j'aimerais un nouveau creux avant une petite congestion et avant derrière de répéter tout ça. Donc c'est vraiment quand même intéressant. Je trouve que ça se regarde vraiment. Vous voyez la moyenne mobile ici à 10 mois qui s'est redressée à partir de là. C'était quand même vraiment intéressant. Belle réduction de volatilité ici et ici qui derrière nous donne voilà, du bonus pour pouvoir continuer, du crédit pour pouvoir continuer. Donc c'est vraiment intéressant quand même. La Chine, vous avez le Nikkei, bien entendu. Alors là, bon, le Nikkei, moi je suis un peu... voilà, on a cassé les plus hauts historiques hein, de 1989. On est dans un canal haussier.
Je trouve qu'on est un peu borne haute, donc voilà, pas forcément fan du Japon sur ces niveaux-là, mais je suis obligé de constater comme vous que c'est très haussier, quoi. Voilà. Mais voilà, pas forcément grand fan ici du Nikkei. Voilà, pas forcément grand fan. On passe aux indices bien sûr américains avec le Dow Jones. Donc le Dow Jones, pareil, pas forcément grand fan sur ces niveaux. C'est très haussier, il n'y a rien à dire. Voilà. Est-ce que, tiens, on va faire le petit exercice. Alors, je vais juste aller, tiens, allez, par exemple, en 2000, il y avait 200% au-dessus, 100% au-dessus en 2007. Ici, on avait le top. Ouais, je suis un peu loin. Ici, donc, crise Covid, 100% aussi. Et ici, 2022, avant la baisse, 100% aussi. Et aujourd'hui, on est à combien? Aujourd'hui, on est à 100% aussi. Ouais, vous voyez. Donc, voilà, à part, mais voilà, vous voyez, hein, quand même, ça se rejoint, hein. La question, en fait, pour moi, si je devais faire une conclusion sur les indices qu'on vient d'analyser, en fait, il y a du potentiel haussier si on rentre en bulle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous considérez que ce marché va rentrer en bulle, je pense qu'il faut payer. Voilà, tout simplement. Si vous considérez que il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'à un moment donné, on va survaloriser, il peut y avoir des explications fondamentales hein, qui expliquent qu'on survalorise le marché financier à l'extrême. Donc là, à ce moment-là, il faut y aller. A contrario, si vous vous dites que a priori, c'est pas un marché qui devrait rentrer en bulle, je pense qu'il faut faire attention. Ou attention, ou en tout cas ne pas s'attendre à des rendements hyper élevés sur les 5 prochaines années. Quoi. Le S&P 500, c'est un peu pareil. Vous voyez. Donc voilà, évidemment, on peut casser par l'eau, etc. Mais on est plutôt sur les bornes hautes. Donc achat sur repli, oui. S'il y a un repli, ça, il n'y a pas de problème. La tendance est toujours haussière. Mais là aussi, voilà, là aussi je fais l'exercice. 184% en 2000, en 2000, tout simplement, hein, c'est ça, ouais, en 2000. 73% en 2008. 137% quand même, avant le... non, le Covid était là, avant la baisse de 2022. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 133%. Voyez. Donc, voilà. Maintenant, par contre, effectivement, hein, si on pète tout ça par l'eau, d'ailleurs, l'analyse technique est plutôt bien faite, puisqu'on voit bien que c'est quand même des hauts de canaux, etc. Et on sait très bien pour les chartistes que quand il arrive qu'on casse des canaux haussiers ou des biseaux ascendants par l'eau, ça arrive hein, fréquemment hein, d'ailleurs, hein, mais on sait aussi que quand ça arrive, c'est là où on a l'exponentielle. Et on sait aussi, par définition, que l'exponentielle en général, elle dure le temps qu'elle dure, mais que derrière, globalement, en général, ça finit mal. Donc voilà, le Nasdaq, lui, pour le coup, il est même en train de démarrer, pour moi, l'exponentielle. Donc si vous voulez, lui aussi, si une bulle se déclenche, on est au début. Voilà, on est au début. Donc la question c'est, est-ce que le Nasdaq va rapidement réintégrer sa niche et revenir consolider et ensuite, etc., avant de repartir, ce qui est mon scénario privilégié. Et en tout cas, les scénarios que j'espère, parce que pour moi, c'est toujours très malsain, les hausses exponentielles. Ou alors, est-ce qu'il va tout simplement, pouf, démarrer l'exponentielle. Et là, oui, là, effectivement, ça, je considérerais que potentiellement, c'est une bulle. Et les valorisations vont exploser, etc., etc. Ok, donc voilà. Par contre, si rapidement on a un achat, on a un repli, bon ben achat sur repli, pourquoi pas. Vous avez le Russell qui est lui pas en exponentiel encore, du moins, et lui par contre, voilà, on peut considérer que hop là, voilà, il peut être voilà, ici, et je pense que lui, en revanche, le Russell, il peut avoir, alors j'en ai beaucoup parlé, hein, notamment dans cette zone au mois d'avril, en expliquant que c'était une très belle zone, effectivement, intéressante à acheter. On a un potentiel supplémentaire si on break ici. Ce que j'aimerais beaucoup sur le Russell, c'est qu'on ait à partir d'ici un petit creux, voilà, un petit creux, une petite congestion ici, et ensuite qu'on ait la cassure. Et idéalement, évidemment, pour les investisseurs, que ce creux-là soit plus profond et qu'on revienne ici avant, parce que pour moi, là aussi, c'est toujours de la hausse avant de repartir vers le nord, mais ça nous laisse évidemment une temporalité beaucoup plus grande. Donc il va falloir faire preuve de patience si vous investissez sous les indices.
Je conclus ces indices, même s'il y en aura d'autres en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous avez pas mal de bonus à voir et quelques ETF. Le VIX est très intéressant à analyser. Alors tiens, je vais vous donner une petite astuce. Décidément, c'est la vidéo des astuces. Petite astuce, vous allez sur Investing, l'application Investing qui est gratuite, hein, je vous rappelle. Moi que j'utilise beaucoup, vous le savez. Vous créez un compte gratuit, etc. Et vous mettez des notifications, des alertes sur le VIX. Le VIX, de manière générale, si je devais le résumer, donc c'est l'indice de la peur. En gros, c'est un indice qui, je ne vais pas vous expliquer les mécanismes d'options, etc. Mais en gros, c'est un indice qui vous permet de voir quel est l'appétit pour le risque par les investisseurs. Pour faire simple, quand vous avez le VIX qui est sous les 20, on est plutôt dans la confiance, et quand vous avez un VIX qui est sous les 15, grosso modo, on est plutôt dans l'euphorie. Et à contrario, quand vous avez un VIX qui est au-dessus des 20, vous êtes un peu dans un marché qui a peur, et quand vous êtes sur un VIX qui est au-delà de 30, vous êtes sur un marché qui a énormément peur, souvent à l'extrême, et souvent c'est des zones d'extrémité, évidemment, qui sont, vous le voyez bien, des points bas ou des points bas ou des points hauts de marché. Évidemment, vous l'avez bien compris que les points hauts et les points bas se font dans les extrêmes. Aussi dans les extrêmes psychologiques, bien sûr, des investisseurs. Petite astuce pour les investisseurs. Vous mettez, moi je le fais, hein, donc ça fait 10 ans que je le fais, vous mettez une alerte sur donc Investing, vous allez sur le VIX, vous mettez une alerte et vous demandez à Investing qui vous envoie un mail ou une notification, qu'importe, ou les deux d'ailleurs, lorsque le VIX passe au-dessus des 35. 30, 35, peu importe, après c'est vous qui mettez votre curseur où vous voulez, parce que en général quand ça arrive, ça dure très peu de temps, voilà, c'est des mèches, et en général c'est des points bas très intéressants de long terme. Alors le point bas n'est pas matérialisé comme ça, hein. Évidemment, hein, ça peut être vous achetez et puis ça va un peu plus bas, etc. Mais en général, sur du moyen terme, en tout cas du moyen long terme, vous n'êtes pas loin des points bas, et c'est des zones où en général tout le monde a peur, tout le monde vous dit que c'est la fin de la bourse, et en général c'est là où vous faites des affaires. D'ailleurs, le dernier, c'était quand? C'était avril 2025. Celui d'avant, c'était quand? C'était août 2024. Donc voilà, c'est des moments où, évidemment, bon, le Covid, on avait battu le record. Hein. En mars 2020, c'était le point bas. Regardez un petit peu, on est passé au-dessus des 85, le plus haut historique, c'était lors de la crise, évidemment, en octobre 2008. Voilà un petit peu les infos qui peuvent être importantes. Voilà, c'est des compléments, hein, je vous donne ça comme ça, un peu cadeau. Ça peut éventuellement vous aider à... Voilà, donner des petits points supplémentaires dans vos analyses. On passe aux matières premières et avec bien sûr l'or. Donc j'en profite bien sûr pour, comme d'habitude, hein, vous dire que mon partenaire sur l'or, c'est Au Coffre. Donc vous avez, pour celles et ceux qui veulent acheter notamment de l'or physique, gardé même dans des coffres à Genève, eh bien vous pouvez le faire via Au Coffre, évidemment. C'est une bonne idée, hein, je ne peux pas vous dire le contraire. Hein. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui vous diront qu'acheter de l'or, c'est une mauvaise idée. Évidemment, de par le contexte, de par plein de choses. Donc voilà, donc vous pouvez le faire via Au Coffre avec le lien en description. Ça permet de soutenir mon travail et puis surtout, ça permet vous d'avoir des petites réductions. Le gold, malgré tout, hein, même si je peux vous dire ça, l'honnêteté m'invite à dire que on est quand même un peu haut. Voilà, sur le gold, on est quand même un petit peu haut. Il y a d'autres raisons qui font que je pense que... voilà, moi j'avais 3008 hein, en zone d'objectif. J'en avais parlé avec mes amis de chez Ibou dans un live. On peut pousser encore un petit peu, c'est pas la question. Mais quand même, globalement, voilà, je pense qu'il faut attendre à minima une conso à plat pour pouvoir éventuellement retenter quelque chose. Mais globalement, je suis plutôt pas méfiant, mais en tout cas pas acheteur sur le gold, ou en tout cas, pas acheteur d'un seul coup. Voilà. Si vous voulez acheter du gold, dans le cadre d'un DCA, dans le cadre de tout ce que vous voulez, hein, dans un portefeuille diversifié, c'est très bien, mais faites-le de manière régulière. Voilà. Juste, voilà, vous achetez un petit peu tous les mois de l'or, c'est très bien. Si vous me dites aujourd'hui j'ai 10 000 euros, je vais mettre 10 000 euros en or, non. Pour moi, la réponse c'est plutôt non. Donc faites-le de manière fractionnée, c'est plus, je pense, plus habile et plus intelligent. Bon, le silver,
On va pas se le cacher, je suis très content. Évidemment, ça faisait partie de mes grandes convictions 2023, notamment, et on parlait beaucoup de cette zone des 25-26 $, où on disait que bah, si derrière ça pétait, on pouvait avoir une accélération. Mon objectif, vous le savez, c'est les 50 $. Je l'ai annoncé il y a bien longtemps déjà, il y a 2 ans. C'était ici. On n'est plus très loin désormais, on n'y est pas encore, mais on n'est plus très loin. Est-ce que c'est le moment d'acheter du silver? Alors, en un coup, non. Pour moi, c'est non. En plusieurs coups, oui. En DCA, etc., pourquoi pas. Idéalement, il faudrait peut-être un repli intermédiaire pour pouvoir avoir derrière une cassure. Enfin, du moins, un retour vers un TP ici, et après, pourquoi pas une cassure. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup plus de potentiel encore, malgré tout, hein, sur le silver, mais ben, le gros a été fait quand même, hein, le gros du chemin a été fait. Voilà, donc attendre peut-être une consolidation. Et ce qui est très intéressant, voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer le ratio gold-silver, qui est très intéressant, très très intéressant. Alors le code sur Pro Time c'est XAUXAG. Et on le voit, donc on a effectivement depuis 5-6 mois, on a la surperformance qui est là. Du silver, puisque le gold par rapport au silver baisse, donc le silver surperforme. Mais, voilà, cette surperformance, elle peut durer encore un petit peu, voilà, ce que je pense d'ailleurs, elle peut durer encore un petit peu, mais peut-être que dans cette zone-là, des 76, on aura un rebond de l'or, ok? Donc c'est peut-être là qu'on pourra éventuellement réallouer de manière un petit peu plus forte l'or par rapport au silver. Mais tant qu'on n'est pas là, je pense qu'il faut quand même privilégier le silver. Donc voilà, c'est toute cette zone-là où là, on pourra privilégier peut-être l'or. Mais tant qu'on n'est pas là, à mon sens, il faut continuer globalement à privilégier plutôt l'argent. Je me suis pas embrouillé, je crois pas. Ouais. Tant que c'est pas là, on privilégie l'argent. Quand c'est là, on regarde s'il y a un signal de retournement pour privilégier l'or. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En espérant que je ne me sois pas trop embrouillé. Tout faire en même temps, c'est pas toujours simple. Voilà, globalement. Mais par contre, ce qui est intéressant quand même, hein, c'est que vous noterez comme moi que le ratio il est haussier. Donc, en faveur, bien entendu, du gold quand même depuis 2006, quoi. Donc, voilà. Ah, vous avez le gaz. J'ai pas mal parlé du gaz. Alors, le gaz, c'est... je vais pas dire que c'est un actif facile à trader, mais presque, pour du long terme. Pour moi, le gaz, c'est assez simple. Lorsque vous revenez sous les 2 dollars sur le gaz, je vais y arriver, sur le gaz, quand vous revenez sous les 2 euros, faut acheter. Ouais. Faut acheter, même si on vous dit c'est la fin, etc. Faut acheter. Toutes ces zones-là, faut acheter. Les zones de TP1, de TP, il y en a 3 pour moi. Zone de TP1, c'est les 5 $. Donc vous voyez, si vous achetez à 2, vous revendez à 4 $, ne serait-ce qu'à 4 $ pour prendre de la marge, ça vous fait quand même x2. Et en général, l'avantage, c'est que le gaz, il va très vite. En général, voilà, il est assez volatile. Vous me direz quoi de plus logique pour le gaz, mais blague à part, il est quand même assez volatile. Donc, généralement, quand on arrive à le prendre sous les 2, rapidement, on a une espérance de gain qui est assez intéressante. TP numéro 2, la zone des 6. TP numéro 3, la zone des 9, 9,5, 10. Voilà, grosso modo. Et après, vraiment, dans les cas exceptionnels, mais il faut un certain nombre de paramètres. Mais plutôt, voilà, quand vous voyez, là aussi, c'est assez simple. Hein, vous mettez une petite alerte. Voilà, sous les 2, vous mettez une alerte Pro Real Time. Sur les 2, vous voyez, l'alerte, moi j'ai mis un raccourci, mais vous pouvez la prendre là. Vous mettez sous les 2. Et voilà, et tout simplement, derrière, vous pouvez être prévenu automatiquement. Et quand vous êtes dessous, bah, vous en prenez un petit peu. Bon, le jus d'orange, il avait fait son exponentiel, hein, le jus d'orange, regardez ce trend de fou. Donc là, vous voyez, là c'est pareil, c'est ce que je vous dis aussi, ce qui est vaut sur les actions, vaut sur les matières premières. C'est-à-dire que vous avez un jus d'orange qui fait un range pendant 30 ans, 40 ans, et au bout d'un moment, l'eau de range n'est plus vendue, et derrière on a la cassure, et c'est là où vous avez l'exponentiel. Donc tout va bien tant que cet exponentiel globalement est respecté. À partir du moment où le support ici, qui a fait support là, il casse, derrière vous avez une consolidation beaucoup plus marquée. Donc les exponentielles peuvent durer, mais elles finissent toujours mal, retenez ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur le haut de range. Et ce qui est aussi intéressant sur le jus d'orange, c'est que ce haut de range, pour le moment, il génère une congestion. Donc éventuellement, si vous avez un signal de cassure du jus d'orange, vous pouvez tenter quelque chose. Et pourquoi pas, ici, un achat au-dessus des 275 $, ça peut être une stratégie d'achat pour momentum.
Voilà, donc sinon pour les investisseurs, les 200, voire, si on y retourne un jour, hein, voire sous les 100, ça peut être aussi eh bien, une zone intéressante à payer. Platinum, alors là aussi, bon, j'ai fait une newsletter dessus. Sur le platine et le palladium. Voilà, j'avais indiqué que eh bien, on était à l'achat en cas de break des 1348, ce que le platine a fait. L'objectif, c'est de venir ici, j'étais peut-être un petit peu ambitieux, 1730 $. Donc on n'est plus très loin, il manque 10%, 11%. Donc voilà, ceux qui ont acheté déjà plus 15, donc c'est pas mal. Deuxième objectif, après on verra pour les plus hauts, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez acheté et que vous voulez sécuriser, vous pouvez mettre un stop. Allez, vous pouvez prendre les plus bas de août. Voilà, vous mettez un stop, par exemple ici, ça fait quasiment presque un stop gratuit, quoi. Hein, voilà, presque. Donc bon, ça peut être pas mal. Et ceux qui sont long terme, bon, vous en foutez, vous mettez pas de stop et vous accompagnez le plus longtemps possible. Donc toujours, voilà, privilégier là aussi de l'achat. S'il y a des replis, il faut également les exploiter à mon sens. Le palladium. Lui, il démarre, hein, le palladium. Attention, c'est canon le palladium. Je trouve que la config est vraiment canon. Donc, éventuellement, si on break ici, il y aura peut-être quelque chose à aller chercher. Je pense que, voilà, parmi les métaux précieux, parmi les métaux en tout cas, c'est peut-être, voilà, ça fait partie de ceux qui ont le plus de potentiel. Le double creux, triple creux est vraiment pas mal. La tasse avec anse, peu importe ce que vous voyez. Mais en tout cas, je pense qu'on voit tous à peu près la même chose, c'est-à-dire un graphique qui a du potentiel. Voilà. L'or noir, le pétrole. Pas grand chose. Le pétrole, pas grand chose. On est pour moi vraiment au milieu de nulle part. Voilà, est-ce qu'il y a effectivement un biseau descendant qui est en train de se dessiner? Pourquoi pas? Ça peut être une hypothèse de travail. J'en sais trop rien. Voilà, ça peut baisser avant éventuellement d'avoir une opportunité. Le pétrole, grosso modo, hein, sous les 50, ça vaudra le coup d'en repayer. Là, on est à 70 $. Pas forcément convaincu que ce soit une énorme opportunité sur le pétrole. Le Cooper. Dans le cuivre, il est volatile hein, aussi, hein, le cuivre, faut faire gaffe. Donc voilà, mais on est dans une figure comme ça. Donc là, il y a deux scénarios. Pour moi, on va rester dans cette figure encore un petit moment. Donc privilégier de l'achat sur le bas de figure pour jouer le haut de figure. Et après, il y aura deux scénarios. Soit on a l'exponentiel, voilà, sur le cuivre, soit on a la cassure du biseau ascendant par le bas, donc ça voudra dire très certainement récession mondiale, etc., etc., etc. Bon bref, je vous passe les scénarios échos, et donc là il faudra repayer en revanche à proximité de ce support oblique. Donc sous les 3 $, 4 $, 3,50 $, ça peut être intéressant éventuellement de payer ça. Vous avez le cacao, qui est pas mal, qui était lui aussi, donc a fait une exponentielle, hein, un peu comme le jus d'orange, qui a fait la même exponentielle. Alors, mes chers abonnés d'NTT ont dit que si le cacao avait baissé de 47%, c'est parce que j'étais au régime. C'est vrai que je mange beaucoup de chocolat, un peu trop. J'aime le chocolat, c'est bon le chocolat, mais c'est mortel. Bref, en tout cas, trêve de plaisanterie. On a quand même fait un repli intéressant ici, dans la zone des 6005. Est-ce que ce repli-là va tenir? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je serais plutôt dans l'accumulation, moi, sur le cacao. C'est-à-dire que si vous voulez en acheter, ok, pourquoi pas. Par contre, prévoyez quand même un renfort si on retourne un peu plus bas. Parce que là, si on lâche cette zone-là, pour moi, il n'y a plus grand-chose jusqu'au 3006, 3000, 3005, 3006. Voilà. Donc, prévoyez minima, le double en cash pour pouvoir renforcer. Voilà. Donc, voilà pour le cacao. Bon, le sucre. Ouais, pareil. C'est pas du tout un exponentiel, le sucre. Mais pour moi, il n'y a pas forcément une opportunité. Il y aura en revanche une belle opportunité si on revient ici. Donc si on revient dans la zone des sous les 13 $, il peut y avoir effectivement une opportunité qui se dessine. Donc ça peut être effectivement intéressant. La cannelle, tiens, très intéressante la cannelle. Très intéressant le graphe. On n'est plus très loin maintenant d'une zone de prix d'investissement, la cannelle. Donc voilà, éventuellement pour un achat qui peut être intéressant, donc sous les 550 $, ça peut être quand même une belle zone. Renfort potentiel aux alentours des 440 $. Donc on n'est plus très loin, c'est vraiment intéressant. Alors après, comment acheter
ces matières premières. Alors certaines, vous le savez, certaines un peu moins. Moi, je suis pas spécialiste dans les matières premières. Sur MTT, on a un spécialiste qui est également sur Twitter, qui est Seb et les matières premières. Vous pouvez le retrouver. Donc Sébastien qui est très bon pour les matières premières, qui est quand même portefeuille matières premières sur MTT. Donc vous pouvez y aller sur X, sur Twitter, Seb et les matières premières. Vous lui envoyez un message privé et il vous répondra. Quelqu'un d'une grande gentillesse et d'une grande compétence. Donc, et surtout un très grand passionné de matières premières. Donc il vous répondra sans problème. Le coton, pas mal aussi. Le coton, pas mal du tout, je trouve. Voilà, on a une belle congestion que ça fait partie des choses qui se regardent, dont on parle jamais, mais qui se regardent. Donc éventuellement un repli sous les 60$. Vraiment, il peut y avoir une opportunité de long terme. Donc on n'est plus très loin. Vous voyez, ça se regarde. Le blé, pareil, il a bien il a bien décompressé le blé, puisque il a baissé quand même de 60%. Et on revient là aussi sur une zone qui est intéressante. Et là aussi, regardez un petit peu la config, très intéressant. Avec un beau biseau, belle congestion, énorme congestion. Ça se regarde de très près, les amis, le blé, de très près. Si là, derrière, vous avez un signal, on peut avoir derrière une hausse. Ok, et puis avant de passer aux bonus qui vont beaucoup vous plaire, on termine par le café. Le café qui, lui, il a fait son break ici, et là, il a déclenché son exponentiel. Il y a eu un repli, il s'est racheté. Mais pour moi, le café, même si, effectivement, c'est magnifique. Je ne suis pas acheteur. Acheteur en cas de repli, ça ressemble un petit peu au cacao aussi, le graphe. Voilà, en cas de repli, dans les zones des 220, 240$ et dans les zones des 120, 140$. En bonus, les amis, comme promis, j'ai plusieurs choses. L'euro-dollar, qui est très important évidemment. Alors l'euro-dollar, c'est marrant parce que sur Twitter, unanimement, l'euro-dollar va continuer de monter, ce qui est le cas d'ailleurs, l'euro-dollar continue de monter, l'euro-dollar a pris 17% quasiment en ligne droite depuis le bottom de janvier 2025. Donc tout le monde effectivement voit une poursuite de la hausse de l'euro-dollar. Je suis beaucoup plus mesuré sur cette hausse, ça elle peut arriver bien entendu, et il est vrai que de par, on verra le dollar après, de par la volonté politique de Donald Trump, on peut imaginer que ça peut aider effectivement l'euro-dollar à progresser. Toutefois, lorsque je regarde le graphique, il y a plusieurs zones quand même de résistance à passer quand même. Il y a la moyenne mobile ici à 200 mois, qui a fait support, cassé, résistance. Vous avez la résistance horizontale qui est ici, qui sont les plus hauts de 2010, de 2011, de 2012, de 2014, de 2018 et de 2020, T1. Donc qui se situe à 1,20, 1,25. Voilà. Et vous avez aussi cette oblique ici. Donc, évidemment que l'eurodoll peut casser tout ça, peut congestionner, et là, je vous dirais, attention, il se passe quelque chose pour jouer la hausse. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc on suivra, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, on suivra, mais pour moi, aujourd'hui, si je devais avoir un scénario probabiliste, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les 2 dernières fois où on a atteint cette zone, les 3 dernières fois, puisque ça a été réatteint ici, ça a été vendu. Voilà, ça a été vendu. Est-ce que cette fois-ci, ça va être vendu aussi? J'en sais rien, mais en tout cas, les 3 dernières fois, ça a été le cas. Voilà, sur l'eurodoll, donc pas autant de conviction sur la continuité à moyen terme, moyen-long terme, la continuité de la hausse de l'euro-dollar, pas forcément aussi d'accord avec la majorité des économistes, des experts, pas forcément totalement d'accord. D'autant que, également, le dollar, donc c'est la mort du dollar, vous l'avez vu sur les médias, sur les réseaux, c'est la mort du dollar. Très bien, c'est possible, encore une fois. Moi, j'ai jamais je connais pas l'avenir, personne ne le connaît, donc si vous voulez, on s'en fout d'avoir raison, d'avoir tort, etc. Juste, on essaye de faire des scénarios probabilistes et surtout d'avoir des niveaux techniques qui nous permettent de valider ou d'invalider des scénarios. À ce stade, je dis bien à ce stade, on est le, je sais pas, on est combien aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas, on est le 25, le 26. Le 26, c'est ça. À ce stade, donc vendredi 26 septembre, je considère que 2025, je considère que le dollar n'est pas encore mort. Le dollar évolue depuis 2006 dans un canal haussier.
On est sur le bas de ce canal haussier. Il y a même, si on lâche ce canal haussier, il y a même la zone ici des plus bas de 2021 et de 2018 qui correspond au plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tant que, moi je considère que tant que on reste au-dessus des 88-90 dollars, 88, oui, si, voilà, tant qu'on reste au-dessus de la zone des 88-90, voilà, le dollar pour moi n'est pas mort encore, c'est trop prématuré de le dire. Je dirais même que si vous avez un signal et que derrière on arrive à breaker les 100,05, il y a même peut-être un signal d'achat. Ce qui serait d'ailleurs plutôt négatif pour les marchés, c'est vrai. Donc voilà un petit peu pour le dollar. Et puis j'ai 4 ETF à vous proposer. Le premier, c'est l'Inde. Évidemment, l'Inde, que j'aime beaucoup. J'en avais beaucoup parlé, alors c'était il y a 2 ou 3 ans sur les réseaux, qui était canon. On s'est beaucoup replié, et là on arrive, plus personne n'en parle de l'Inde, mais on arrive sur une zone qui est quand même assez intéressante pour un investisseur. Dans la zone des 22-23, c'est chez Amundi, hein, vous avez certainement d'autres, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la zone est quand même pas mal. Deuxième zone de renfort ici, troisième zone de renfort par là. Donc 15, 19, et là où nous sommes à peu près, 22-23, c'est quand même plutôt pas mal. On est à 24, mais voilà, vous avez compris l'idée. Ceux qui veulent plutôt attendre un signal, bah, vous tracez votre petit oblique, comme d'hab. Hein. Vous tracez votre petit oblique et vous attendez la cassure de l'oblique très simplement. Voilà. Enfin, nous avons le... ah oui, celui-là, il est bien. Le World Information Technology, ouais. Alors celui-ci, bon évidemment il est déjà en exponentiel, hein. Lui ouais, il ressemble beaucoup au Nasdaq d'ailleurs, en même temps c'est normal puisqu'il est composé de 20% de Nvidia aujourd'hui, 17% d'Apple, 16% de Microsoft, 7% de Broadcom, il y a un petit peu d'Oracle aussi, 2%, un petit peu de Palantir, mais vous avez aussi quelques valeurs européennes puisque vous avez du ASML Holding, pour 2%, et vous avez également du SAP en Allemagne pour également 1%. Donc vous voyez, il y a beaucoup de valeurs que vous connaissez évidemment bien déjà. Et donc, voilà, je trouve que c'est un petit peu excessif pour le moment. Pas forcément totalement convaincu que ce soit le moment d'acheter. Faites gaffe. Peut-être par contre, hein, si on a une opportunité, achat sur repli, parce que c'est quand même toujours, à mon sens, de la hausse sur ça. Ensuite, vous en avez un qui est canon aussi. Vous avez le PEA, parce qu'il est éligible PEA, le Palat. Également, qui est intéressant, donc évidemment, hein, le Palat, vous avez également pas mal de pays, l'Amérique latine, bien entendu, donc vous avez du Brésil, qui est d'ailleurs majoritaire, 42%, Mexique, ce que je regardais la répartition, 37%, donc du Chili, 10%, Pérou également 6%, Colombie également 4%. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et je pense que ça fait partie des zones géographiques qui ont beaucoup de potentiel encore. Je pense qu'on les sous-estime énormément. On a d'ailleurs, pour ceux qui l'ont reconnu, un setup du Fofo Breakout et on revient. Donc éventuellement, ouais, en cas de cassure, on peut avoir une belle accélération. L'objectif, bon, ce sera un nouveau plus haut historique, donc c'est difficile de vous donner un objectif, mais si on s'amuse à faire tout simplement un report de range, pas très ambitieux, hein, un report de range, bah allez, on va se dire que grosso modo, vous avez une zone globalement des 27 qui peut être une zone de prise de bénéfices. Donc derrière, ça vous fait quoi? Un potentiel de 20-25% en premier lieu. Et enfin, on conclura cette vidéo bien sûr par l'indice peut-être le plus connu. Alors j'ai pris celui de Amundi, mais c'est partout un peu pareil, c'est le World. Le Amundi World. Alors évidemment, selon si vous êtes en dollars ou en euros, évidemment la performance est très différente puisque la baisse de l'euro, évidemment, la baisse du dollar, pardon, a évidemment impacté la performance selon la devise sur laquelle vous êtes. Mais voilà. Alors le World, il a encore un peu de potentiel. Hein. Le World, pour moi,
voilà, il a encore un potentiel supplémentaire, il peut très bien aller retourner vers les 400, ce qui ferait encore une hausse voilà, de 7-8%. C'est pas insensé, voilà, c'est pas insensé, il est magnifique. Il est un petit peu quand même, il est un petit peu haut, un petit peu cher, mais il y a encore un petit peu de potentiel. C'est pas mon préféré, mais il y a encore un petit peu de potentiel. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. On se retrouve dimanche à 20h dans le live, dans le grand live NTT. Vous avez juste à vous connecter sur la chaîne, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de voilà, quoi que ce soit. Vous avez juste à vous connecter, à venir avec vos valeurs, à les proposer bien sûr dans le chat. Et alors je sais qu'il y en a des centaines et des centaines, on ne pourra peut-être pas tout faire, mais on essaiera en tout cas de faire plaisir un petit peu à tout le monde et de prendre le temps de répondre à un maximum bien sûr de questions. Donc voilà, ne ratez pas ça. Il y a aussi une promo qu'on va faire pour voilà, on en fait rarement, c'est réclamé beaucoup, on fait une promo sur nos programmes MTT. Donc n'hésitez pas, je vous les mettrai, ouais, allez, je vous les mettrai en description, comme ça vous l'aurez. Si vous avez l'intérêt pour voilà, être accompagné sur les marchés et apprendre surtout, c'est le principal, essayer de progresser au-delà de la performance, essayer de progresser, mieux appréhender les marchés financiers. Eh bien, avec plaisir, on vous accueille. Je vous souhaite évidemment un bon week-end et je compte sur vous dimanche pour venir au live avec MTT et tous mes amis experts eh bien, des programmes d'accompagnement. Allez, bon week-end, à plus, ciao.